Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs et spectateurs, téléspectateurs, si je peux dire même, de Denkem Institute et à tous ceux qui regardent et regarderont cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Dr Parfait Touré au Denkem Institute. Euh, alors, je suis Christian Dutosé, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable du pôle santé. Et comme je disais, je reçois aujourd'hui Dr Touré qui pourra nous parler de plusieurs domaines, mais spécifiquement de tout ce qui est santé mentale. Bonjour Dr Touré, j'espère que vous allez bien. Alors, avant tout propos, je vous laisse peut-être faire les présentations. D'accord. Bonjour Christian, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toute l'équipe donc de DKM Institute. Je suis docteur Parfait Touré. Je suis médecin. Aujourd'hui, je dirige donc le cabinet Yodan Conseil, qui est un cabinet expert en santé, en psychologie au travail. Voilà. Donc, que dire d'autre? Ça fait maintenant plus de 22 ans, on va dire, que je suis dans le milieu de la santé. J'ai commencé à travailler donc au niveau de l'Institut de santé publique au niveau donc d'Abidjan, au service d'hygiène mentale, avant à différents en gérant donc des projets de santé, mais également apportant des éléments de solutions en matière de traitement pour différents types de pathologies, incluant donc les pathologies en matière de santé mentale. Donc, j'ai récemment abordé une nouvelle partie de ma carrière en m'orientant vers l'entrepreneuriat et dans le domaine justement toujours de la santé, mais plus particulièrement de la santé au travail, santé mentale, santé psychologique. Voilà un tout petit peu ce que je peux dire. Félicitations pour ce parcours, docteur. Une question me vient directement à l'esprit. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de quitter l'hôpital pour le monde de l'entreprise? Et puis, comment ça s'est passé, plus ou moins, et comment vous avez vécu cette transition-là? Je dirais qu'en fait, pour moi, c'est quelque chose d'assez global. Lorsqu'on veut quand on devient médecin, en fait, c'est un peu comme une vocation. On, on veut me permettrait d'avoir un impact important. J'ai fait cette transition-là. Ça n'a pas été facile parce que l'hôpital pour rejoindre l'industrie pharmaceutique, je suis entré dans l'industrie pharmaceutique au bas de l'échelle en commençant donc par le commercial, donc en tant que visiteur médical. Et il fallait switcher l'état d'esprit entre l'esprit, donc l'état d'esprit d'une personne donc qui donne des soins, qui d'ailleurs même reçoit des délégués médicaux pour les écouter, pour devenir donc un délégué médical pour pouvoir communiquer, présenter des produits, convaincre les médecins de l'importance de l'utilisation de ces médicaments-là pour leurs malades. Donc ça n'a pas été très facile, mais néanmoins on s'est adapté. Et puis ensuite, j'ai poursuivi ma carrière à différentes autres positions jusqu'à récemment. Lorsque j'ai quitté, je dirigeais donc les relations publiques et les programmes sociaux dans une grosse multinationale de la place. Donc voilà un tout petit peu. Je dirais que c'était pas une dose d'envie, d'engagement, et puis on a pu faire ce qu'on a pu jusque-là. Je comprends tout à fait. Et aujourd'hui, nous parlons de tout ce qui est industrie pharmaceutique ivoirienne. Je sais que ce n'est plus ce que c'était à l'époque, mais quels sont aujourd'hui vos constats sur l'industrie pharmaceutique ivoirienne? Quelles sont les principales forces et les faiblesses? Et comment est-ce que l'on se positionne en Afrique, on va dire? Oui. Ok,
c'est vraiment mon avis que je vais donner. C'est pas, on va dire, un avis qui englobe celui de plusieurs autres personnes, c'est le mien. Comme je dirais. Déjà, premièrement, il faut comprendre une chose. On est dans un environnement de l'industrie pharmaceutique qui n'est pas mature, je peux le dire ainsi, au niveau donc de nos pays. Parce que on a très peu de fabricants. Et normalement, dans le domaine donc de l'industrie pharmaceutique, vous avez la recherche. Après la recherche, vous avez la fabrication. Après la fabrication, vous avez la commercialisation. Vous avez le suivi des produits qui sont présents donc sur le marché et les mises à jour, etc. Principalement dans nos pays, on est en bout de chaîne. Donc, on est au niveau de tout ce qui est promotion des médicaments parce qu'on a très peu de fabricants. Et même les fabricants que nous avons localement c'est beaucoup plus pour des médicaments génériques, essentiels qu'on a des fabricants. Il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. On parle beaucoup de technologies hygiéniques, etc. C'est pas encore des choses qui sont à l'ordre du jour, on va dire, dans nos pays. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une volonté de plus en plus de favoriser la création donc d'une réelle industrie pharmaceutique. Mais là encore, la difficulté réside dans le fait que nos marchés sont petits. Aujourd'hui, si vous avez une usine de fabrication de médicaments, si elle est dédiée uniquement que à la Côte d'Ivoire, vous êtes quasiment sûr que vous n'allez pas vraiment rentabiliser l'investissement que vous avez. Donc, nos marchés sont petits et donc ne permettent pas vraiment d'avoir l'impact qu'on recherche. Et donc, si on veut avoir une industrie pharmaceutique assez intéressante, il faut que cette industrie-là soit capable de couvrir un grand nombre de pays et donc de permettre ainsi d'avoir des marchés beaucoup plus larges. D'un autre côté, d'un point de vue de la réglementation, je dirais que dans nos pays francophones, il y a une réelle réglementation de tout ce qui est industrie pharmaceutique parce que tout dépend principalement du ministère de la Santé, on va dire. Il y a une vraie réglementation. Même si, avant qu'un médicament entre dans le pays, il doit passer bien entendu, par les autorités de santé. Ensuite, vous avez une certaine compétition qui fait qu'on a un impact sur les prix et un impact généralement à la baisse. Ce qui n'est pas le cas nécessairement pour nos pays francophones où les prix sont homologués, on ne peut pas vraiment agir dessus si ce n'est en mettant la pression au laboratoire qui vient faire la promotion. C'est lui qui peut baisser son prix sous la pression donc des autorités. Donc ça c'est aussi quelque chose d'assez particulier, ce qui fait que vous allez voir que dans la plupart de nos pays, on parle beaucoup de programmes d'accès au traitement, parce que justement on cherche des alternatives pour permettre aux malades de pouvoir bénéficier donc des traitements. Maintenant, d'un point de vue de position, les choses assez dynamiques. Mais comparativement à des pays comme le Ghana ou le Niger, d'industrie, de distribution, etc. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant le milieu de l'industrie pharmaceutique dans la sous-région. Et ce que je dis, on va dire assez valable pour l'Afrique de l'Ouest. Quand vous allez en Afrique centrale, c'est pire. Alors, donc pour dire qu'il y a vraiment une inégalité en ce qui concerne donc l'accès aux soins, l'accès aux médicaments à travers donc l'approche donc de l'industrie pharmaceutique dans notre région. Les pays anglophones aussi bénéficient de beaucoup d'investissements parce que simplement la plupart des investisseurs parlent anglais. Ce qui les favorise un peu plus, mais ça commence à changer un tout petit peu parce que il y a beaucoup de jeunes, de médecins, pharmaciens qui se lancent dans ce domaine-là et qui sont bilingues et donc qui arrivent à ouvrir donc les portes à ces opportunités-là pour nos pays. Okay. Alors, docteur, abordons à présent un tout autre sujet, celui de la santé mentale. Je sais que ce sujet-là vous est très cher, d'ailleurs, et l'opinion publique en Côte d'Ivoire a été récemment émue par une découverte macabre à l'université de Cocody,
Les premières pistes ont fait état d'un possible cas de suicide dû à un mal-être que connaissent justement ces étudiants. Quel est votre avis sur la question? Mon avis, c'est un peu difficile de déjà de dire par exemple à ce qu'on a découvert. Je dirais que ce n'est pas nouveau, parce que si vous faites attention, vous allez vous rendre compte que dans la même période, en plus justement de cette découverte macabre, on a observé une tentative de suicide dans la lagune, au niveau donc d'un jeune homme qui essayait de se jeter donc dans la lagune. On a observé on va dire un suicide qui s'est également à l'intérieur du pays, je pense pas loin du Divo, une institutrice qui a également mis fin à ses jours et qui était connue plus ou moins comme déjà présentant des signes de souffrance. Voilà, je préfère utiliser ce terme parce qu'on n'a pas posé donc de diagnostic. C'est pour dire que ce sont des réalités. Les gens, on a tendance à penser que quand on parle de suicide, on est en train d'en parler en Afrique, ce sont des choses, non, c'est rare, ou c'est faux. Le suicide a toujours existé il a toujours existé dans nos pays, et cela est lié à beaucoup de facteurs, et je pense que les sociologues pourront sûrement en dire plus sur les facteurs sociaux qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais il est important de savoir que il y a effectivement un vrai mal-être qui est autant chez les jeunes qui de plus en plus ne savent pas quel sera leur lendemain, que chez les personnes plus âgées, les adultes, dans le cadre de leur travail. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu professionnel, avant on pensait que quand on travaille, on est protégé, on est à l'aise, tout et tout, mais aujourd'hui, l'environnement, la conjoncture économique montre qu'une situation qui se produit en Chine a un impact sur le travailleur en Côte d'Ivoire. La crise du Covid l'a montré. Beaucoup de personnes ont perdu leur boulot ou sont retrouvées avec des salaires revus parce que simplement l'entreprise n'avait plus la capacité de réagir, les gens ne pouvaient plus venir travailler, et donc ça a posé d'énormes problèmes. À côté de ça, il y a tout ce qui peut avoir comme problèmes sociaux, entre des problèmes familiaux, les interactions entre les personnes. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments. Et je pense que plutôt que d'être surpris par cette situation, on doit commencer à se poser la question de qu'est-ce qui se passe réellement, comment est-ce qu'on peut réagir et qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ce genre de situation. Parce que le plus important, justement, c'est ça. Une personne qui n'est pas, qui a échoué à sa tentative de suicide reste une personne à risque parce qu'elle peut récidiver. Si elle a essayé une première fois, pourquoi pas réessayer une deuxième fois? Si les conditions qui ont suscité cette tentative perdurent. Donc, il est vraiment important d'intervenir là-dessus. Et malheureusement, la santé mentale est un parent très pauvre, je dirais, dans le cadre donc, de nos stratégies en matière donc, de santé publique. Et il est important de regarder ça. C'est d'ailleurs pour ça que le cabinet que j'ai créé a essayé de mettre un peu l'accent sur ce point-là. Au-delà de la santé de manière générale au travail, on regarde particulièrement la santé qui en réalité a un impact global sur la personne. Donc, quand une personne est découverte avec une maladie chronique, il y a une note psychologique qui va intervenir. Quand elle est découverte avec une maladie transmissible grave, je dirais par exemple VIH, on le sait déjà, on faisait des counseling pour informer la personne. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a une note psychologique qui intervient. Quand on est en phase de restructuration des organisations, donc de grosses, aujourd'hui on a beaucoup d'entreprises qui sont obligées de se restructurer parce que la conjoncture internationale fait baisser les chiffres. Vous avez la guerre en Ukraine, vous avez eu le Covid, etc. Donc, beaucoup de multinationales ou de grosses entreprises sont obligées de restructurer. Et quand on parle de restructuration, en général, c'est des licenciements, ça s'associe avec des licenciements. Et donc, nouveau stress pour les personnes. Et ce qui se passe, c'est que quand on restructure,
ça ne diminue pas le volume de travail. Donc, vous avez un volume de travail qui va devenir plus important pour les personnes qui restent. Et donc, un autre challenge à résoudre d'un point de vue psychologique, des personnes qui peut-être rentraient chez elles tranquillement à 17h ou à 18h vont se retrouver à travailler jusqu'à 22h, 23h pour pouvoir atteindre donc leurs objectifs, etc. Donc, il y a vraiment tout un ensemble de facteurs qui viennent entrer en ligne de compte et qui vont avoir un impact sur l'individu. Au niveau de notre université, nous le savons tous, depuis le temps où nous-mêmes, on était à l'université, l'université n'était pas vraiment, si je peux le dire ainsi, stable. Il y a eu beaucoup de situations qu'on a pu observer entre les bagarres, entre syndicalistes, les problématiques d'années blanches, etc., etc. On sait pertinemment que l'environnement n'est pas sain. Si on en ajoute à cela le fait que beaucoup d'étudiants viennent peut-être de l'intérieur du pays et qui ne savent même pas où se loger et qui dorment peut-être à 4 ou 5 ou 6 dans une petite chambre pour pouvoir suivre les cours, il est clair que ça devient un autre problème qu'il faut regarder. Ensuite, des personnes qui viennent et qui sont censées étudier, qui peut-être étudient et que comme ils sont 500 ou 2000, le professeur ne prend pas la peine forcément de bien regarder les copies et donc peut donner une note qui va bouleverser totalement l'individu. Il y a aussi tous ces aspects-là et avec très peu de recours pour qu'on puisse revoir la copie, vous vous retrouvez avec vraiment un ensemble de choses qui peuvent avoir un impact. Et pour les personnes qui sont fragiles psychologiquement, il est malheureusement parfois observé ce genre d'événements qu'on a pu voir. Donc voilà un peu ce que je peux dire. J'ai été un peu long, mais pour dire que vraiment c'est un environnement assez particulier et il faut en tenir compte. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ouais. C'est vrai, vous avez raison. Et justement, étant vous-même entrepreneur, vous avez proposé un accompagnement via votre structure Yodan. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce que vous proposez et puis pourquoi avoir fait le choix de cette niche? Bon, vous avez déjà un peu expliqué, hein, parce qu'il y a un manque, il y a une demande qui est là. Mais que proposez-vous, par exemple, comme solution à travers Yodan? Alors, merci pour cette question. Déjà, la première chose, c'est que nous proposons, c'est de mettre la lumière sur la problématique. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on parle de santé psychologique, quand on parle de santé mentale, quand on parle de stress, tout le monde dit je suis stressé, il y a du stress, il y a ci, il y a cela. Il y a des normes qui existent aujourd'hui et on sait qu'en milieu professionnel, il y a des choses qu'on appelle les risques psychosociaux, qui sont en fait un ensemble de risques qui vont entraîner des perturbations psychologiques et sociologiques pour les personnes qui travaillent au sein d'une entreprise. Donc la première étape, c'est de montrer aux chefs d'entreprise, aux dirigeants donc, de l'entreprise, que ces problèmes-là existent. Donc nous posons le diagnostic des risques psychosociaux existants au sein donc, de l'entreprise, à travers donc, un outil digital qui nous permet de faciliter l'enquête et de la rendre également anonyme. Donc personne n'est indexé parce qu'elle se serait plainte de X ou Y choses lorsque les questionnaires arrivent. Ça permet à l'entreprise de savoir au moins quelles sont les proportions en lien donc, avec ces différents risques psychosociaux, qui font partie de normes. Quand on parle aujourd'hui de la norme ISO 45001 ou ISO 45003, on est justement dans un aspect normatif en ce qui concerne la santé au travail. Donc nous, au niveau de Yodan, on pose le diagnostic. Ça, c'est la première chose que nous faisons. La deuxième chose que nous faisons, c'est que nous apportons un accompagnement au niveau donc pour l'entreprise. Le premier niveau, c'est le niveau que moi j'appelle le niveau de base. Le niveau de base, c'est simplement de prendre en charge les personnes qui sont en souffrance lorsqu'on a posé le diagnostic. Parce qu'on peut aller jusqu'à poser le diagnostic des proportions de pré-burnout et de burn-out, des proportions de stress, de dépression, d'anxiété existant dans l'entreprise, et on fait la prise en charge. Parce qu'au niveau du cabinet, en plus
Donc, de moins, on a un psychiatre, on a des psychologues qui peuvent intervenir d'emblée directement au niveau de l'entreprise ou en dehors. Ensuite, on a le deuxième niveau qui est celui de l'éducation et de la sensibilisation des équipes au niveau de l'entreprise. Parce que tous les problèmes ne viennent pas nécessairement du top. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement le patron qui est responsable de problèmes on va dire de stress, si je peux le mettre en guillemets, au niveau de l'entreprise. Quelquefois, ce sont des problèmes qui sont liés aux collaborateurs. Je vais vous donner un exemple. Je discutais une fois avec un confrère et malheureusement, ce dernier m'expliquait que 2 collaboratrices dans le département se sont battues. Ce sont des choses qui sont justement le reflet de ces problématiques-là, les relations interpersonnelles. Ailleurs, je vous donne un exemple encore plus macabre, qui est celui d'un collaborateur qui a assassiné son patron. C'est pour vous dire que on pense que ça n'existe pas jusqu'à ce qu'on tombe dessus. Et donc, nous, on a la prise en charge qu'on offre. Et donc, en deuxième niveau, c'est de la sensibilisation, l'éducation des personnes pour les aider justement à gérer au mieux leurs relations interpersonnelles, à mieux calibrer les comportements pour justement créer une ambiance de travail qui soit les plus propices au bien-être. Et puis le troisième niveau, c'est un niveau de formation qu'on offre donc aux équipes managériales pour les développer sur les compétences clés en matière de leadership relationnel. Parce qu'en fait, quand on est un manager, on accompagne les autres. Et on ne les accompagne pas uniquement du point de vue de la technicité pour faire leur travail, on les accompagne également du point de vue humain. Et beaucoup de managers, malheureusement, n'ont pas cette aptitude-là. Ils ne savent pas faire preuve d'empathie, ou ont peur de faire preuve d'empathie parce qu'ils pensent que ça va être perçu comme une faiblesse. Et donc, nous les formons sur cet aspect-là. Et puis, d'un troisième, la dernière chose également que nous faisons, c'est que nous essayons de travailler également sur une prise en charge pluridisciplinaire donc des cas, avec peut-être d'autres spécialités, lorsque la problématique n'est pas uniquement purement, on va dire, psychologique, qu'elle a une note peut-être différente avec des problèmes de santé plus spécifiques. On a cette approche-là que nous proposons. Donc, on ne se limite pas uniquement à la santé mentale, mais on prend la santé de manière beaucoup plus globale. Donc, on accompagne les organisations pour mettre en place tout le process de gestion de la santé mentale au sein donc de leur entreprise, ce qui leur permet justement d'avoir des managers qui sont parfaitement conscients et capables de bien accompagner leurs collaborateurs, qui leur permet de sensibiliser au mieux, de la même manière qu'on sensibilise sur les risques de sécurité au niveau de l'entreprise, de sécuriser également, de sensibiliser sur tout ce qui est sécurité psychologique également, et puis prendre en charge les cas qui existent de manière pluridisciplinaire pour permettre justement à ces collaborateurs-là de se sentir bien. Je dirais, juste si je peux le résumer, la problématique de la santé mentale en entreprise n'est pas un problème professionnel, c'est un problème de santé. Et donc, il doit être abordé comme un problème de santé. Et ça, c'est quelque chose que parfois on... C'est vrai, tout à fait, vous avez tellement bien résumé. Alors, moi maintenant, j'aimerais bien me projeter avec vous. Parlons perspective. Où est-ce que vous vous voyez dans un horizon de 5, 10 ans, voire 10 ans? Je dirais que ma vision première, c'est de pouvoir implanter dans la plupart de nos entreprises et surtout de nos entreprises locales, parce que souvent les multinationales ont déjà des approches plus ou moins dans ce domaine, mais de pouvoir convertir ces approches à nos réalités, de pouvoir mettre en place dans nos entreprises un vrai système de gestion de la santé mentale. Ça, c'est la première chose. Si dans quelques années, on a vraiment quelque chose de bien structuré qui est mis en place dans les entreprises que Yodan accompagne, ça c'est ce serait déjà un vrai succès.
ça permettrait de mettre la santé mentale un peu plus en lumière et forcément, ça va avoir un impact également sur la santé mentale dans la population. Ça, c'est chose déjà première importante. La deuxième chose, c'est d'arriver à créer, on va dire, pourquoi pas une charte avec un peu comme on le voit aussi du top employeur, d'avoir quelque chose aussi en lien avec la santé psychologique ou l'intégrer donc dans ces aspects-là. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on imagine on pense pouvoir atteindre dans un futur. Et puis je dirais, aujourd'hui nous sommes en Côte d'Ivoire, nous essayons d'apporter cette approche-là. C'est de voir dans 5 ans d'être au minimum sous-régional, donc d'être dans plusieurs pays donc de la sous-région et continuer donc ce travail-là pour améliorer, parce qu'il y a des travailleurs partout. Et donc, si ce qu'on réussit à faire ici a un impact effectueux, pourquoi ne pas l'exporter dans les autres pays de la sous-région. Voilà. Mais on continue notre développement pour véritablement digitaliser les choses, faire en sorte qu'on puisse mettre en place un système de premier secours en matière psychologique de manière générale. Ce jeune homme à l'université, s'il y avait un système de premier secours, peut-être qu'il aurait appelé quelqu'un et il aurait parlé à cette personne et peut-être que cette personne lui aurait dit des mots qui auraient permis de l'apaiser un tant soit peu pour éviter qu'il en arrive là. C'est quelque chose que je vais pas mettre en place. Non. Donc ça fait partie en fait de la vision. Ok. Merci beaucoup, Dr Touré. Nous arrivons au terme de notre interview. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin? Déjà, je dirais merci à Dikem Institute pour l'honneur que vous me faites de participer donc à cette interview. Je suis quelqu'un d'assez discret, donc passer à la télé, c'est pas évident. Voilà. Mais merci à toi, Christian, à l'ensemble de ton équipe, à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Le cabinet existe, ils peuvent découvrir, on a un site web www.yodan.ci, très simple. Yodan, c'est YODAN.ci, où ils pourront nous contacter s'ils ont besoin d'échanger avec nous, de comprendre un certain nombre de choses. Et puis, je le répète à nouveau, la santé en milieu professionnel ou de manière générale inclut la santé mentale. Et la santé mentale est un pavé hyper important parce que c'est derrière la santé mentale qu'on découvre la capacité de résilience d'une organisation à travers ces personnes. C'est le bien-être mental qui ouvre la porte à l'innovation parce que les gens se sentent bien, donc ils sont capables de se projeter, de rêver. C'est le bien-être mental également qui est transmis par les managers qui participent à la motivation des collaborateurs pour les rendre beaucoup plus performants dans le cadre donc, de leur travail. Et donc, prendre en compte la santé mentale, c'est véritablement développer son business. Ce n'est pas une dépense, c'est vraiment développer son business. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Okay. Merci encore et merci infiniment. Merci beaucoup, docteur Touré. Alors, comme vous avez entendu, n'hésitez pas à contacter docteur Touré. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez a souvent des difficultés, je sais que la stigmatisation intervient beaucoup, mais n'hésitez pas parce que la santé mentale, ça fait partie de la santé et nous espérons que vous allez prendre bien soin de vous. Merci, docteur Touré, et à bientôt. Merci, Christian. À très bientôt.